Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale à Monsieur le député de Jacques-Cartier. J'ose espérer que le CAQ regrette sa stratégie de ne pas mettre Québec d'abord avec nos blocs d'énergie. Avec Donald Trump, c'est toujours America First. Toujours. Mais après 7 ans de votre gouvernement, nous sommes loin d'une stratégie de Québec d'abord avec notre énergie. On rappelle que le CAQ a octroyé nos derniers blocs d'énergie à 22 entreprises et seulement une entreprise a été choisie qui a des actionnaires qui sont principalement québécoises. Où est votre nationalisme? J'ai une question pour la ministre. Est-ce que vous prenez l'engagement aujourd'hui que 100% de nos nouvelles blocs d'énergie, des nouvelles mégawatts, vont aller en priorité à des entreprises québécoises? Et vous vous adressez à la présidente et la réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la présidente, comme chacun sait, l'énergie est au cœur de notre stratégie de développement économique au Québec. En fait, Hydro-Québec est probablement le cœur le plus important de cette stratégie de rehaussement de notre production d'énergie. C'est pour ça que Hydro-Québec a un plan de doublement de sa production nationale d'ici 2050 et on va mettre tous les efforts requis pour faire en sorte de déployer tout ce potentiel qui va être au bénéfice de l'ensemble des Québécois, puisqu'Hydro-Québec, ça appartient aux Québécois. Et dans ce développement, on va s'assurer d'avoir un bon équilibre entre des blocs d'énergie qui soient octroyés à des petites, à des moyennes, à des grandes entreprises, entre des blocs d'énergie qui soient octroyés également à des établissements situés en région versus celles situées dans les centres urbains. Alors, c'est un exercice d'équilibre qu'il faut faire, mais qu'on va mener avec tout le sérieux qu'il faut. Et par ailleurs, pour ce qui est d'être québécois, moi, j'aimerais demander au Parti libéral qui sont les Québécois à leurs yeux parmi les entreprises, parce qu'on a eu des définitions différentes. Parfois, la propriété étrangère, c'était l'élément qui était considéré, mais là, cette propriété-là, si elle existait depuis longtemps, ce n'était plus un critère. Alors, j'aimerais les entendre. Première complémentaire. Alors, ce que j'ai compris, c'est pas Québec d'abord, ça va être un mélange. Puis on regarde les résultats, parce que ce gouvernement a misé sur Amazon avec nos données. Quand nous avons une entreprise d'ici, Qscale, qui est juste à la vie, qui est directement en compétition avec Amazon, c'est une entreprise des données. Ils ont fait une demande pour un bloc d'énergie, c'était refusé par la CAQ. Mais pour Northvolt, on roule le tapis rouge puis on donne tout ce qu'ils ont besoin. Encore, Madame la ministre, une stratégie Québec d'abord pour nos blocs d'énergie, quand? Et je vous rappelle pour la deuxième fois que vous posez votre question à la présidente. La réponse de la ministre. Oui, Madame la présidente, je réitère l'effet que c'est vraiment une recherche d'équilibre qui nous guide dans tout ce développement économique, ce développement énergétique. Alors, on va s'assurer par ailleurs de prendre en considération les impacts économiques des différents projets qui nous sont soumis, également les impacts environnementaux. On est engagé dans la transition énergétique. Alors, c'est un volet qui est fort important dans l'analyse, de même que les impacts sociaux. Alors, ces trois dimensions-là seront prises en considération et bien sûr, la capacité technique du côté d'Hydro-Québec. Parce qu'il faut voir que dans certaines régions du Québec, la capacité technique est pleinement atteinte. Alors, il nous faut rehausser ces capacités avant de pouvoir débloquer de nouveaux projets. Deuxième complémentaire. Madame la présidente, hier, c'était juste un beau discours en Chambre. Mais il n'y a aucun résultat concret ni plan pour mettre Québec d'abord avec nos blocs d'énergie. Et le bilan de ce gouvernement pendant 7 ans, c'est clair. On donne nos blocs d'énergie à des entreprises étrangères. On vend nos surplus d'électricité à des Américaines. Et maintenant, les entreprises du Québec n'ont pas d'énergie pour le plan de développement de leur projet. Alors encore, Madame la ministre, est-ce que vous prenez l'engagement que 100% des blocs d'énergie nouvelles vont aller directement à des entreprises québécoises? Et alors encore, vous vous adressez à la présidente. La réponse de la ministre. Oui, Madame la présidente. L'énergie est au cœur de notre stratégie et c'est pour ça qu'on a le plan de développer, de doubler plutôt la production d'énergie au Québec à travers Hydro-Québec. Et c'est dans cette perspective-là aussi que le premier ministre a réussi un coup de maître avec la signature de l'entente avec Terre-Neuve. Et ça va être un rehaussement considérable des mégawatts qui vont être disponibles, des mégawatts d'énergie verte. Ça, c'est un actif précieux dans un contexte de transition énergétique. Alors, on a eu la vision et on est en train de la mettre en place, cette vision-là, pour faire du Québec un leader en matière d'énergie verte,
en Amérique du Nord, et ce, au bénéfice de l'ensemble des Québécois, ce qui va nous permettre d'avoir plus de deniers publics à investir dans les écoles et les hôpitaux et l'ensemble des services publics. Merci. En question principale, je reconnais maintenant le chef de l'opposition officielle. Hier, Madame la Présidente, le premier ministre, pendant 15 minutes, 12 secondes, a dit « C'est important de se serrer les coudes, c'est important que le Québec, on s'occupe de nos entreprises. » Et que ce soit, en quelque sorte, Québec d'abord. Mais quand c'est le temps d'agir, comme dans les 6 dernières années, ils sont dans leur 7e, on voit que les résultats sont tout à fait contraires. C'est pas Québec d'abord. On vient d'entendre la ministre dire, face à un critère qui est Québec d'abord, nos entreprises québécoises auront les mégawatts en priorité. On va les privilégier. Pensez-vous que les Américains s'en privent, eux autres? Hein? Alors, non, c'est un équilibre, c'est un critère comme un autre. Moi, je me rappelle qu'en septembre dernier, j'avais posé la question. Nous avions posé la question. Trump n'était pas élu, là. On plaidait Québec d'abord pour les mégawatts, puis on s'était fait répondre la même chose. Écoutez, que ce soit une compagnie étrangère ou québécoise, en substance, pour la CAQ, c'était pas de différence. Pas de différence que l'entreprise vienne de la Suède, de Chine ou de Beauce. C'est un critère comme tant d'autres. Il faut faire un équilibre, mais elles ne seront pas priorisées. Nous demandons à la Coalition Avenir Québec, au premier ministre, de prioriser les entreprises québécoises avec actionnariat majoritairement québécois. C'est ce qu'on lui demande. Hydro-Québec, ça appartient à toutes les Québécoises et Québécois. C'est un levier excessivement important, surtout quand 3 entreprises sur 4 disent manquer d'énergie pour leur prochain projet. Alors, Trump, pour y faire face, ça doit être Québec d'abord. Est-ce que ça sera, Monsieur le Premier ministre, Québec d'abord? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, d'abord, on est tous d'accord que ça doit être Québec d'abord. Je pense que tout le monde ici est d'accord avec ça. Mais ça ne veut pas dire que les entreprises qui viennent de l'extérieur du Québec, qui offrent des emplois payants, qu'on ne les écoute pas. Je vais vous donner un exemple, Madame la Présidente. La semaine dernière, j'étais à Sept-Îles. Et à Sept-Îles, il y a une belle entreprise qui s'appelle Alouette. OK? La compagnie Alouette, le Québec détient 6,7 seulement des actions d'Alouette. Rio Tinto, compagnie australienne et de Londres, détient 40 Il y a un autre actionnaire qui vient de la Scandinavie. Il y a un autre actionnaire qui vient du Japon. Le président d'Alouette me dit on serait prêt à investir 1 milliard dans l'usine si vous êtes capable de revoir le prix de l'électricité. Madame la Présidente, ce que le chef de l'opposition officielle est en train de nous dire, que ce soit Rio Tinto, que ce soit Alouette, que ce soit toutes les compagnies qui existent au Québec, qui offrent des emplois payants dans les régions du Québec, lui, s'il était premier ministre, il dirait non à toutes ces entreprises-là. Madame la Présidente, ça serait une catastrophe pour les régions du Québec. Première complémentaire. Le premier ministre vient de dire c'est Québec d'abord. Allons voir son bilan. Puis quand le premier ministre dit, Madame la Présidente, c'est pas parce qu'ils viennent d'ailleurs qu'on ne va pas les écouter. Bien, il y a une marge entre pas les écouter puis tout leur donner. Premier appel d'offres. Ils ont changé la loi. C'est maintenant la ministre qui décide des projets. Sur 956 mégawatts, 11 projets. Premier appel d'offres, 0 Québécois majoritairement actionnaires. Deuxième appel d'offres, 600 mégawatts, 1 sur 11. Donc, c'est 1 sur 22. Est-ce que c'est ça, 1 sur 22, Québec d'abord? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, le chef de l'opposition officielle regarde certains appels d'offres. Il faut regarder toute l'électricité qu'on donne au Québec. Il y a des entreprises québécoises qui profitent actuellement de l'électricité d'Hydro-Québec. Maintenant, qu'est-ce qui devrait être, entre autres, une priorité? Est-ce que l'entreprise propose de créer des emplois payants pour les Québécois? Pour les Québécois. Les travailleurs québécois, en particulier les travailleurs québécois des régions, méritent qu'on s'intéresse à ces emplois-là. Deuxième complémentaire. Bien, je vais y en donner un excellent projet. Q-Scale, entreprise de Lévis, qui présentement emploie 57 personnes. C'est des emplois payants. Ont 2 projets au Québec, 500 millions. Centre de données à Saint-Bruno-de-Montarville, expansion à Lévis. Ils se sont fait dire non
par le gouvernement caquiste, parce que c'est le gouvernement caquiste qui décide, et ils ne savent même pas sur quels critères. Ça, c'est québécois, Madame la Présidente. C'est des emplois payants et ils se font dire non. Pourquoi avoir dit non dans l'info nuagique en plus? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, il y a un ensemble de critères. Combien d'emplois on ajoute avec l'électricité additionnelle qu'on donne à une entreprise? Madame la Présidente, la ministre de l'Économie puis le président d'Hydro-Québec, Michael Sabia, c'est des gens qui connaissent l'économie, qui sont capables de voir s'il y a une compagnie québécoise qui offre des nouveaux emplois payants, ils vont être en haut de la liste. Donc, Madame la Présidente, je pense que ce qui est important, c'est de penser aux travailleurs québécois tout en priorisant les entreprises québécoises. Troisième complémentaire. Le premier ministre est en train de dire purement et simplement que dans les 22 cas d'espèces, il y en a eu un seul projet québécois qui, à ses yeux, valait la peine. Au Québec, on ne serait pas capable, nous aussi, de déposer des projets. Q-Scale, c'est des emplois payants. C'est 500 millions d'investissements ici, au Québec, à Lévis, à Saint-Bruno-de-Montarville. Il est en train de dire, le premier ministre, que nos entrepreneurs ne sont pas capables de signer des chèques de paie, ils ne sont pas capables d'y arriver avec des projets qui feraient en sorte que ce serait Québec d'abord. C'est ça qu'il leur dit? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, prenons une compagnie québécoise qu'on connaît tous, Cascade. Hein? Les frères Lemaire ont sûrement communiqué un peu avec tout le monde. Ils ont déjà beaucoup d'électricité pour créer, maintenir des emplois payants au Québec. Bon, ils ont un projet actuellement où ils voudraient plus d'électricité, mais qui ne crée pas d'emplois. Madame la Présidente, qu'est-ce que ça devrait être le critère numéro 1? Les Québécois, les travailleurs québécois, surtout dans la situation actuelle qu'on vit avec M. Trump. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Bourassa-Sauvé. Parlant de travailleurs québécois, j'ai été abasourdie hier par les propos du premier ministre qui envoyait ces travailleurs du secteur manufacturier vers les chantiers d'Hydro-Québec, alors que son rôle de premier ministre lui enjoindrait de rassurer le secteur manufacturier. Dans le fond, ce qu'il leur dit en ce moment, c'est pas grave, si vous perdez vos emplois, je vais vous déplacer de milieu, de région, de métier, puis vous irez travailler en construction et sur les chantiers d'Hydro-Québec. On se le rappellera, Madame la Présidente, la CAQ tente désespérément d'attirer des travailleurs dans le secteur de la construction, quitte à les payer pour construire leurs cabanons, et c'est un échec. Plan d'action d'Hydro-Québec 2035. Le gouvernement aura besoin de 35 000 travailleurs par année pour réaliser ses objectifs, puis il n'a jamais été en mesure d'identifier où il allait trouver ces travailleurs-là. Bien, figurez-vous, Madame la Présidente, que le premier ministre a trouvé la formule magique. Transformer des dessinateurs industriels de Sorel en monteurs de ligne sur la baie James. Est-ce que c'est ça, le plan de la ministre de l'Emploi? La réponse de la ministre de l'Emploi. Merci, Madame la Présidente. Je suis contente de recevoir cette question-là de ma collègue parce que ça me permet nécessairement de revenir sur la situation d'incertitude qu'on vit avec ce sursis-là des tarifs douaniers, une situation qui est difficile pour nos entreprises. Et je veux rassurer les Québécois, les Québécoises qu'on va tout mettre en œuvre pour soutenir nos entreprises, mais aussi nos travailleurs. Et c'est pour ça qu'avec ma collègue, la ministre de l'Économie, on travaille sur des solutions. Des solutions, oui, qui vont nous permettre de soutenir les entreprises, mais qui vont nous permettre aussi de nous assurer qu'il y ait le moins de pertes d'emplois possible, Madame la Présidente. On va devoir s'arrimer avec le fédéral. Le fédéral va devoir lui aussi faire sa part, mais je veux vous rassurer que le Québec a des outils efficaces et un réseau solide pour faire face à la situation. Et quand je parle de réseau solide, je fais nécessairement référence à la Commission des partenaires du marché du travail que j'ai rencontrée dernièrement, avec qui je suis toujours en contact et qui nous alimente dans l'élaboration des solutions pour faire face à nos enjeux de main-d'œuvre. Alors, Madame la Présidente, on va être là, on a toujours été là, et on va soutenir nos entreprises et les travailleurs. Merci. Première complémentaire. Madame la Présidente, la ministre vient de parler du sursis. Bien, on a eu un sursis de seulement 30 jours. Il en reste 29 à la CAQ pour nous présenter un vrai plan.
Je pense, par exemple, à notre zone d'innovation à Bromont, qui développe le créneau québécois des semi-conducteurs, un secteur explicitement menacé par les tarifs du président Trump. Est-ce que vous allez aussi les envoyer construire des barrages sur la baie James? La réponse de la ministre. Merci, Madame la Présidente. Je vous ai dit qu'on était prêts. On aurait été prêts le 1er février. On va l'être encore plus si ça devait être mis à exécution, cette menace-là de tarifs-là. Vous savez, on a élaboré des solutions qui vont nous permettre de faire face aux besoins des entreprises, de les soutenir. Le premier ministre en parlait aussi, de l'importance de les soutenir dans sa déclaration ministérielle, justement, hier. Mais on va être là aussi pour nos travailleurs. On a beaucoup de secteurs d'avenir, beaucoup de besoins en construction. C'est un fait. Alors, on va être là pour offrir différents services, que ce soit de la formation, du reclassement, Madame la Présidente. On va être là pour accompagner nos travailleurs. Merci. Deuxième complémentaire, et pour ce faire, je reconnais le chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, là, en tout respect pour Madame la ministre, là, il n'y avait aucune réponse dans la question très précise de ma collègue. Alors, on va s'adresser au premier ministre. La question très précise de la collègue est la suivante. Quand vous avez dit tarif Trump, ça va être 100 000 pertes d'emplois, on a 35 000 à combler pour la construction avec Hydro-Québec. On va les envoyer là. Est-ce que vous êtes en train de préparer un programme pour transférer les employés ou pour maintenir les emplois? Je vous rappelle, chef, que vous adressez à la présidente quand vous posez votre question. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, je rappelle qu'il y a comme 3 étapes. Première étape, on va donner des liquidités aux entreprises pour qu'ils puissent maintenir le plus d'emplois possible dans leur entreprise. Deuxièmement, on a des programmes déjà pour aider les entreprises à diversifier leur marché. Mais, Madame la Présidente, si demain matin, il y a des tarifs de 25 % sur les semi-conducteurs qui viennent de l'Estrie vers les États-Unis, bien, il va falloir trouver d'autres marchés pour les semi-conducteurs. Est-ce qu'on sera capable de tout remplacer les emplois? Non. C'est là qu'il y a d'autres alternatives qui entrent en jeu. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mercier. Merci, Madame la Présidente. En ce moment même, les locataires du Québec reçoivent la pire augmentation de loyer de leur vie. La recommandation du TAL, c'est 6 % de plus que l'année dernière. C'est énorme, c'est déjà scandaleux. Mais ce chiffre-là, le gouvernement lui-même l'admet, c'est de la fiction. Parlons maintenant de la réalité des gens. Pour Ariane, c'est pas 6 %, c'est 10 %. Pour Louis, c'est 13,7 %. Véronique, 15 %. Joanie, 20 %. C'est 200 $ de moins dans son budget à tous les premiers du mois. Qu'est-ce que la ministre de l'Habitation dit à Ariane, à Louis, à Véronique et à Joanie? Si vous n'êtes pas contents, faites vos boîtes et déménagez pour moins cher? Madame la Présidente, ils sont où les logements pas chers de la CAQ? Ça aussi, ces logements-là de la ministre et de la CAQ et du premier ministre du Québec, ces logements-là, c'est de la fiction. Est-ce que le premier ministre est d'accord avec sa ministre de l'Habitation? C'est ça qu'il dit aux Québécois qui sont plus capables de payer leur loyer. Il leur dit de déménager. La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Madame la Présidente, bon, écoutez, je pense qu'on l'a répété, je l'ai répété là, à multiples reprises ici en Chambre, là. Il n'y a jamais eu autant de logements financés par le gouvernement que ce qu'on a en ce moment. On a pris la situation au sérieux et on a soulevé toutes les pierres, Madame la Présidente. Il y a 24 000 logements qui sont présentement en construction. Ensuite de ça, on a revu tous les programmes de financement pour s'assurer d'être plus efficaces, plus percutants sur le terrain, puis on les voit, les résultats, les logements sortent. Alors, je m'explique mal, là, le commentaire de la députée de l'opposition. Qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau des façons de faire, on a innové avec les fonds fiscalisés qui nous permettent d'avoir des sommes d'argent supplémentaires, puis des cerveaux qui nous aident à analyser les projets. Ensuite, on a fait des partenariats particuliers, entre autres avec Mission Unité Aînée, pour des logements
financés, encore une fois, par le gouvernement, qui vont sortir à l'intérieur de 24 mois. Madame la Présidente, on est en action à tous les jours et les résultats se voient sur le terrain. Première complémentaire. Madame la Présidente, les Québécois veulent entendre leur premier ministre. Hier, le premier ministre a parlé pendant 15 minutes. Pas une seule fois le mot logement, le mot habitation n'était dans son discours. Il a plutôt parlé d'une grande corvée pour relancer notre économie. Bien, à Québec solidaire, on en a proposé une corvée habitation il y a 1 an. Il a dit qu'il veut construire, sa ministre dit ça, mais ça fait 6 ans qu'il nous promet des logements fictifs. Mais ils sont où, les logements réels? Quand est-ce qu'il va les construire? Est-ce que son gouvernement est capable de les construire ou pas? La réponse de la ministre. La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, c'est jamais construit autant de logements que sous notre gouvernement. Par contre, la demande a explosé. Je sais que c'est un sujet que n'aime pas la chef du deuxième groupe d'opposition. Ouais, puis je vois aussi le leader qui est tout énervé parce qu'il veut pas reconnaître que le nombre d'immigrants temporaires passé de 300 000 à 600 000. Ça veut dire un besoin de logement de 120 000. Madame la Présidente, oui, on est conscient que c'est difficile pour les locataires de faire face à l'inflation, aux augmentations de loyers. C'est pour ça qu'on a augmenté... Deuxième complémentaire. Parlons-en des gens qui viennent d'ailleurs. C'est ce gouvernement-là qui a fait le tour du monde pour les amener ici, mais c'est un autre sujet. On a Trump qui menace de mettre 100 000 Québécois et Québécoises au chômage. On peut vraiment dire que la CAQ a le timing. Le premier ministre, il a un outil en main. Il peut tout de suite, aujourd'hui, faire une loi rapidement pour plafonner l'augmentation des loyers à hauteur de l'inflation. C'est une proposition raisonnable. Pourquoi il refuse la proposition de Québec solidaire? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, c'est exactement ce que fait la Régie du logement. Quand on regarde dans la dernière année, les augmentations de taxes municipales, les augmentations de dépenses d'entretien, ça s'élève à 5,9 %. Donc, le propriétaire de logement qui a eu ces augmentations de coûts, bien, il n'a pas le choix que de repasser ces augmentations-là aux locataires. Sinon, il va fermer, il va être obligé de vendre, puis il n'y en aura plus de nouveaux logements. Donc, Madame la Présidente, c'est exactement ce que fait la Régie du logement. Puis on aide, on a augmenté l'aide au logement. On est rendu qu'on aide 100 000 familles à payer leur loyer. On a jamais... En question principale, je reconnais maintenant le député de Laurier-Dorion. Merci, Madame la Présidente. La semaine dernière, la ministre de l'Habitation, nous l'avons tous tout entendu, a qualifié la hausse de 6 % proposée par l'État de fiction. Fiction, Mesdames et Messieurs. Une semaine plus tard, force est de constater que dans le monde réel, les gens apprennent tout à coup que les hausses des loyers dépassent largement 6 % recommandés. Est-ce une fiction, ces hausses-là? Des gens nous écrivent pour nous informer des hausses beaucoup plus importantes. 8, 10, 12 %, Madame la Présidente. Ça fait un trou dans le budget d'une famille. Il y a même un de nos collègues ici à l'Assemblée nationale qui a reçu une avis d'augmentation de 22 %. Ça, c'est un transfert du fardeau du propriétaire vers les locataires. 22 %. Ça, c'est juste quelques exemples. Mais des milliers de Québécoises et de Québécois apprennent ces jours-ci que la seule personne qui vit dans un monde fictif, ici, c'est la ministre de l'Habitation. C'est le temps de savoir si la ministre va bouger son petit doigt pour aider les locataires. La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Merci, Madame la Présidente. Bon, là, le député de Laurier-Dorion, là, continue de s'acharner sur un mot, là, de fiction. Il sait très bien, pour avoir été sur un comité logement lui-même, là, que le calcul que soumet le tribunal administratif du logement, c'est un exemple. OK? Alors, là, ce qui est important, là, la vraie solution à cette crise-là du logement, c'est de contrôler la demande, comme dit le premier ministre, donc de réduire le nombre de personnes qui ont besoin de logement, et c'est d'augmenter l'offre de logement. Ce qui m'amène à vous parler de mon beau tableau ici, avec les projections de logement qui vont sortir au Québec.
Alors, cette année, près de 3 000. C'est-à-dire en 2024, près de 3 000. En 2025, on parle de 6 000 qui vont être livrés. Puis en 2026, on parle de 9 000. Donc, y a-t-il quelque chose de plus concret que des logements qui sortent de terre? Le député de l'opposition, là, monsieur le député de Laurier-Dorion, peut suivre mes médias sociaux. Moi aussi, j'en mets des choses sur mes médias sociaux. Puis il constatera qu'on n'arrête pas de faire des annonces puis de montrer que les logements sortent de terre. Alors, je pense que ça devrait le rassurer. Première complémentaire. Parlons du concret. Selon les données de la Société d'habitation du Québec, il y a seulement 221 unités qui ont été livrées par la ministre. Allez regarder votre tableau, je vous en prie. Et il ne faut pas compter toutes les unités retirées par Airbnb par l'action de ces gouvernements. Hier, le Premier ministre nous disait qu'il fallait faire preuve de solidarité. Aujourd'hui, il nous dit que les fardeaux des augmentations des loyers doivent être transférés complètement à 100% sur les locataires. Est-ce de la solidarité, ça? Est-ce que la ministre va penser... Je vous rappelle, monsieur le député, que vous posez votre question à la présidente. Et madame la ministre, votre réponse. Oui. Alors, madame la présidente, moi, je vais rester factuelle, là. Je ne m'enfargerai pas dans les mots. Donc, effectivement, 221 unités livrées avec le programme d'habitation abordable, 1414 en chantier et 3 948 en développement. Et tout ça va sortir d'ici 2027. Nous, on les suit, les projets. On sait ce qui se passe. Les projets bien attachés, bien ficelés, ils vont voir le jour, puis on accompagne tout le monde là-dedans parce que c'est important de livrer, puis on se préoccupe de ça dans notre gouvernement. Livrer, enlever la bureaucratie, puis avoir un réel impact pour les citoyens. On ne s'enfarge pas dans les mots, on agit, Madame la présidente. Deuxième complémentaire. Le Québec vit sous la menace. Les tarifs qui pendent sur nos têtes, l'augmentation du coût de la vie, les pertes d'emploi. La seule conclusion qui s'impose, c'est qu'il faut venir en aide à 1 362 000 locataires, entre autres, du Québec. 1 300 000 personnes que la ministre délaisse. Là. Il faut qu'elle agisse immédiatement parce que ces actions, les logements qu'elle est en train d'offrir, c'est largement insuffisant pour compenser les hausses des loyers qu'elle-même, elle permet. La réponse de la ministre. Madame la présidente, on récapitule. 24 000 logements en construction actuellement au Québec et financés par le gouvernement. 2 projets de loi pour rétablir, un premier pour rétablir l'équilibre locataire-locateur. On a ajouté des protections nombreuses aux locataires en cas d'éviction dans le PL 31 et dans le PL 65, Madame la présidente, un moratoire sur les évictions demandé par tout le monde. J'étais tout à fait d'accord avec cette approche-là et une bonification des protections pour les locataires aînés, Madame la présidente. On a abaissé de 10 à 5 ans le seuil pour être protégé, de même que le seuil de revenu. Si on n'écoute pas, Madame la présidente, je ne sais pas ce qu'on fait. Moi, je pense qu'on a agi concrètement pour les locataires du Québec. En question principale, je reconnais maintenant le député de Tachereau. Merci, Madame la présidente. Laissez-moi citer le premier ministre hier qui disait « N'oublions pas que notre meilleur marché, ça reste le Québec. Je pense que c'est le premier chantier. On doit miser avant tout sur nous-mêmes. On doit développer ce réflexe de regarder d'abord vers le Québec, vers nos produits, nos technologies, notre savoir-faire. » C'est un bon réflexe, Madame la présidente. Mais avec le président Trump, il faut se mettre en marche plus tôt que tard parce que même si on a un sursis de 30 jours sur les tarifs de 25 %, l'effet de ces menaces se fait déjà sentir sur notre économie. Lancer rapidement des projets d'infrastructure, c'est une bonne réponse, puis ça tombe bien parce qu'on a un projet ici à Québec, le tramway, qui est prêt à être lancé. Malheureusement, l'échéancier pour débuter les travaux que s'est donné la ministre des Transports est trop long terme pour l'effet court terme qu'espérait avoir le premier ministre. Compte tenu de l'urgence, est-ce que la ministre est prête à revoir l'échéancier du tramway et commencer le projet rapidement? La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci beaucoup, Madame la présidente. Je suis un peu étonnée de la question du collègue ce matin parce que c'est la même chose que la semaine passée quand il m'a posé une question sur le tramway, puis c'est la même chose qu'à chaque fois qu'il me pose des questions sur le transport collectif. Je vais revenir à mes tableaux plus tard, bien sûr, mais dans le cas du tramway, Madame la présidente, j'ai fait une annonce le 16 décembre. Le 16 décembre. Ça fait pas longtemps de ça, là. Ça fait 1 mois et demi. J'étais à la table avec la Caisse de dépôt, la CDPQ-EFRA, le PDG, M. Arbeau. J'étais avec mon collègue, ministre de la Capitale nationale, et j'étais avec le maire de Québec.
Le maire de Québec lui-même, qui venait se réjouir du fait qu'on confirmait la prochaine phase d'avancement du projet de tramway à Québec. Le député de Taschereau était dans le corridor à la sortie, il écoutait à travers la porte ce qui se disait. Puis après ça, quand je suis passée dans le corridor pour aller faire d'autres entrevues ailleurs, il parlait aux journalistes dans le corridor, puis il disait « Bon, ben c'est une bonne nouvelle. Je pense peut-être le député de Jean Lesage aussi, mais je ne suis pas certaine. Enfin, le député de Taschereau était là et il disait « C'est une bonne nouvelle ». Il était dans l'hôtel, dans le centre, je ne me rappelle plus, en tout cas dans l'édifice où on était pour faire l'annonce. Et il a dit, après notre annonce, que c'était une bonne chose qu'on vienne de faire l'annonce avec le maire de Québec. Donc, je ne comprends même pas sa question aujourd'hui. Première complémentaire. La question est très simple, puis ça m'étonne que la ministre n'ait pas compris une accélération du projet, le réaliser plus rapidement. Nos produits, nos technologies, notre savoir-faire. C'est une industrie dans laquelle on excelle et on est reconnu à l'international. C'est une occasion pour le Québec de se développer puis de réagir promptement aux effets des tarifs menaçants du président Trump au sud des États-Unis. Maintenant, si on va avoir un effet rapide pour protéger notre économie, le projet de tramway, il faut le faire plus rapidement. Pas le commencer en 2027, le commencer en 2026, Madame la Présidente. La réponse de la ministre. Madame la Présidente, premièrement, l'échéancier, il doit être réaliste. Construire un tramway, c'est complexe. Et l'échéancier réaliste vient des prévisions de la CDPQ Infra, qui est maître d'œuvre du projet. Fait que s'il remet en question l'expertise puis les capacités de projection d'échéancier de la CDPQ Infra, je l'invite à aller en discuter avec M. Arbeau puis avec l'équipe d'experts qui est en train de faire un REM à Montréal, le plus grand projet de transport collectif qu'on a fait au Québec depuis le métro. Deuxième chose, Madame la Présidente, elle me dit « Je comprends pas ce qu'elle comprend pas ». C'est moi qui comprends pas ce qu'il comprend pas. Il était dans le corridor. Il était dans le corridor, Madame la Présidente. Il a entendu l'annonce, il a vu le maire de Québec se réjouir et il a dit que c'était une bonne nouvelle aux journalistes. Peut-être même certains des journalistes qui sont ici ce matin. Donc, vraiment, Madame la Présidente, il y a une dernière chance. Deuxième complémentaire. 6 ans à ralentir le projet de tramway, 6 ans. Puis là, elle est allée mettre un échéancier pour le commencer seulement en 2027. Elle a une chance, là, à la fois répondre aux impératifs qui sont devant nous avec les tarifs de Trump, le souhait du premier ministre de répondre rapidement, d'offrir une réponse rapide aux Québécois. Elle a une chance de se refaire une crédibilité dans le dossier du tramway. Est-ce qu'elle va accélérer le projet de tramway au bénéfice de Québec, au bénéfice des Québécois? La réponse de la ministre. Bien, Madame la Présidente, la chance, on n'a pas attendu après Donald Trump pour la saisir. On a fait une annonce le 16 décembre et le projet, il avance. La chance que lui a, par contre, c'est d'enfin comprendre que le fédéral doit s'engager de payer 40 % du projet de tramway, exactement comme M. Trudeau l'a promis à notre premier ministre le 20 décembre 2022. Et j'entends pas très fort Québec solidaire appuyer peut-être le député de Jean Lesage un petit peu, mais je ne l'entends pas, le député de Taschereau, dire haut et fort à M. Duclos et au gouvernement fédéral qu'il doit respecter son engagement, payer 40 % du tramway et du prolongement de la ligne bleue. Dernière chose, Madame la Présidente, évidemment, le transport collectif n'a jamais été aussi bien financé que par la CAQ. C'est vrai sur tous les tableaux, et les tableaux qui inspirent de plus en plus de collègues. Notre PM montre le PIB par habitant. On a l'éducation qui montre les investissements, l'habitation. En question principale, je reconnais maintenant le député de Maurice Richard. Merci, Madame la Présidente. La crise de coût de la vie fait mal, Madame la Présidente. Les loyers explosent, l'actualité fait planer une menace de récession doublée d'une reprise de l'inflation et les grands froids font mal aussi au portefeuille alors qu'il y a eu une augmentation du prix d'hydro de 12 % depuis 5 ans. Or, cette augmentation est régressive, Madame la Présidente, c'est-à-dire qu'elle fait plus mal aux personnes les moins nanties qu'aux personnes les plus riches. Les locataires vivent dans des passoires énergétiques alors que les propriétaires à faible revenu ne peuvent pas faire les rénovations qui s'imposent. Alors que le gouvernement parle de faire des grosses corvées, nous avons ici la chance de démarrer une grosse corvée énergétique pour commencer à améliorer l'isolation des bâtiments des personnes les moins nanties et pour qu'elles arrêtent de chauffer la rue plutôt que l'intérieur de leur maison. Quand est-ce que ce gouvernement va commencer un exercice pour améliorer la rénovation énergétique des maisons des moins nantis? La réponse du ministre de l'Environnement. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, le collègue a sans doute suivi les travaux au cours de la dernière année. On a adopté un projet de loi important au niveau de la performance énergétique des bâtiments, un projet de loi qui a été salué par plusieurs organisations qui répondaient à des préoccupations d'Hydro-Québec, notamment pour une raison fort simple, l'économie qui est la plus économique
l'énergie qui est la plus économique, c'est celle qu'on n'utilise pas. Donc, une réglementation qui sera développée au cours des prochains mois avec le concours d'Hydro-Québec, avec les concours également d'énergie, avec les concours de gazifère. Donc, c'est une réglementation qui va nous permettre d'améliorer sensiblement l'efficacité énergétique de nos bâtiments. On sera gagnant d'un point de vue énergétique, on sera gagnant également d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre. Le secteur des bâtiments est un de nos principaux secteurs émissifs au Québec. Et ultimement, autant les locataires que les propriétaires seront aussi gagnants d'avoir des bâtiments plus performants parce que ça représentera très certainement une économie d'énergie non négligeable, donc une réglementation qui est en développement à l'heure où on se parle. Première complémentaire. En matière de transition énergétique, je suis toujours impressionné par les capacités de ce gouvernement à faire de la com. Le ministre nous parle de sa loi sur les performances des bâtiments. Mais Madame la Présidente, elle ne couvre pas 1%. Pas 1% des bâtiments résidentiels. Je mets au défi ce ministre de nous dire comment, quand on exclut 99% des bâtiments, les personnes qui ne seront pas capables de payer leur bill d'hydro à la fin de ce mois-ci, comment on va améliorer la situation pour l'énergie. La réponse du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Madame la Présidente, je comprends que le collègue avait d'autres soucis à régler l'automne dernier, mais ce sont bien plus d'1% des bâtiments qui seront assujettis à cette réglementation. Au départ... Un instant, je vous prie, Monsieur le ministre. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, quel est votre rappel au règlement? Madame la Présidente, je pense que ce qui est dans le passé va rester dans le passé. Les groupes parlementaires ont eu amplement le temps de discuter ces éléments-là. Il y a une question qui a été posée. Moi, je m'attends à ce que la réponse concerne la question. Leader du gouvernement, je suis debout et je vais trancher. Poursuivons avec la réponse et nous demeurons respectueux. Restez sur la question, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre de l'Éducation, je vous vois, je vous entends. Chut. Je veux entendre le ministre, sa réponse. Ce que je mentionnais, c'est qu'il y a des travaux importants qui se sont déroulés l'automne dernier alors que l'attention du collègue était détournée sur d'autres préoccupations. Et ce que l'on a mentionné lors de l'étude de ce projet de loi, c'est qu'ultimement, c'est bien plus qu'1% des bâtiments qui seront visés. Les nouvelles constructions seront visées dans un premier temps et ça répondait. Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel au règlement? 3 fois, Madame la Présidente, que la députée de Mercier dit cheap en cette enceinte aujourd'hui. 3 fois. Je suis... Monsieur le leader du gouvernement, je suis debout. Et monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, je vais régler ça maintenant. Demeurons respectueux. Je n'ai pas entendu ces propos. Je souhaite ne pas les entendre non plus, Madame la députée de Mercier. Et nous allons poursuivre. Il reste exactement 10 secondes à la réponse. Respect, tout le monde. Monsieur le leader du gouvernement, je veux entendre le ministre. Je vous en prie, rassoyez-vous. J'ai dit rassoyez-vous, s'il vous plaît. Je suis debout. Là, on ne va pas commencer à jouer à ça. Je viens de trancher. Je veux entendre, je vous demande tous et toutes d'être respectueux. Je veux entendre la fin de la réponse. Il reste 10 secondes. Article 32, tout le monde se tait et écoute la réponse. Donc, ce que l'on disait l'automne dernier, c'est que non seulement ça répondait à des préoccupations du milieu municipal, les distributeurs d'énergie sont impliqués dans cette transformation-là, ainsi qu'Hydro-Québec. Maintenant, deuxième complémentaire. Madame la Présidente, le ministre devrait se soucier des questions écologiques et il me parle de son projet de loi. Je n'avais pas prévu de donner les chiffres, mais je les ai devant moi. Donc 5% des immeubles de plus de 5% seulement des immeubles de plus de 4 logements sont concernés, qui eux-mêmes font seulement 4,3% du parc au complet, c'est-à-dire 0,002% des immeubles sont concernés par son projet de loi. Qu'il nous donne un chiffre. Est-ce que c'est 99, 98% qui sont exclus? Qu'il nous donne un chiffre. La réponse du ministre. Définitivement, le collègue aurait eu intérêt à suivre ces échanges lors de la commission parlementaire. Le milieu municipal a exprimé
des souhaits de transformation réglementaire. Nous avons répondu à plusieurs de leurs demandes et je n'ai pas souvenir de beaucoup de communiqués de presse qui étaient signés conjointement par Hydro-Québec, par Énergir, par Gazifère et par le ministère de l'Environnement ainsi que le ministère de l'Économie et de l'Énergie. Donc, c'est une transformation complète qui va s'opérer, qui va nous permettre de moderniser nos bâtiments autant neufs qu'existants. Naturellement, il y a une réglementation qui doit se développer. Nous y travaillons. Terminant. C'est un beau travail qui se fait en collégialité, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, la principale promesse de la CAQ, un gouvernement supposément de comptables, c'était de bien gérer les finances publiques du Québec. Résultat, on a entre les mains en ce moment le pire déficit de notre histoire à 11 milliards. Et ce déficit, ce n'est pas en cause de Donald Trump, ce n'est pas à cause non plus de la pandémie. Et ça fragilise notre marge de manœuvre financière ici au Québec vis-à-vis des relations commerciales de plus en plus complexes avec les États-Unis. Ce déficit est grave au point d'amener le gouvernement à faire des coupures dans toutes les directions depuis un certain nombre de mois. On le voit en santé, en éducation, dans les services sociaux. Or, la CAQ refuse toujours d'assumer et de dire ce qu'elle fait réellement. Je vais vous donner quelques exemples. Des personnes handicapées qui perdent des heures de soins ou du service à domicile. Des préposés aux bénéficiaires recrutés et formés à grands frais ces dernières années, à l'initiative même du gouvernement, qui sont maintenant remerciés. 330 postes d'infirmières et d'inhalothérapeutes éliminés en Chaudière-Appalaches. 200 millions de coupures dans les services aux élèves. Il y a plein d'exemples. Donc, ma question au premier ministre, c'est est-ce qu'il va reconnaître qu'on a trop dépensé et qu'il doit maintenant couper sans qu'il y ait de plan transparent et qu'on essaie finalement de réparer la mauvaise gestion des finances publiques? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, j'invite le chef du troisième groupe d'opposition à aller consulter la mise à jour qui a été déposée l'automne dernier par le ministre des Finances. Il va voir que pour l'année 2024-2025, on prévoit une augmentation des dépenses de 6,5 %. Une augmentation des dépenses de 6,5 %. Donc, Madame la Présidente, malheureusement, au cours de l'année 2024-2025, il y a des réseaux qui ont dépensé plus que ce qui leur a été accordé. Donc, on leur demande de faire des ajustements. Mais ce qui est important de constater, c'est qu'il y a une augmentation des dépenses de 6,5 %. Puis quand on parle, entre autres, de l'éducation puis de la santé, il y a eu des augmentations de 50 % effectivement, depuis 6 ans. Est-ce que le chef du troisième groupe d'opposition est contre ça? Première complémentaire. Les augmentations de 50 % on regarde où est-ce qu'elles sont allées. 50 % des augmentations de personnel sont allées en bureaucratie, alors que 9 % pour les infirmières et les enseignants seulement. Donc, les faits, là, j'en ai d'autres. 50 postes supprimés, dont 40 infirmières supprimées à Montréal. 565 postes suspendus, incluant des infirmières à Laval. 152 postes à temps plein abolis au CHU de Québec. Est-ce qu'on va continuer à cacher les faits, à être dans le déni? Monsieur le leader du gouvernement, je vais vous reconnaître. J'ai une petite idée de ce que vous allez dire. Madame la Présidente, c'est au lexique qu'on demande au chef du troisième groupe d'opposition de retirer ce terme. Et c'est exact, vous devez retirer. Est-ce que je peux utiliser occulter? On ne peut pas faire indirectement ce qu'on ne peut faire directement, vous le savez aussi. Retirez. Non. Maintenant, nous allons entendre... Vous retirez? Nous allons entendre la réponse. Oui, la retirer. Nous allons entendre la réponse. Madame la Présidente, d'abord, ce que dit le chef du troisième groupe d'opposition, encore une fois, est inexact. Encore une fois, c'est inexact. La réalité, Madame la Présidente, c'est que dans les services aux citoyens, on a ajouté en santé 58 000 employés depuis 2018, en éducation 24 000, en enseignement supérieur 3 000. Donc, Madame la Présidente, l'essentiel des augmentations de ce qu'on appelle les ETC, c'est dans les réseaux.
Et qu'est-ce que propose le chef du troisième groupe d'opposition? Toujours un peu difficile à suivre. Hier, il nous Deuxième complémentaire. C'est pas difficile à suivre. Il y a des coupures partout et tout le monde s'en rend compte, sauf le gouvernement. Ce qu'on demande au premier ministre, c'est de faire preuve d'un peu de transparence. On commande en ce moment aux organismes et aux ministères des coupures mur à mur. Les impacts se font sentir sur le terrain. Est-ce que le premier ministre peut présenter un plan transparent des compressions budgétaires qui ont cours en ce moment? Arrêtez de vivre dans le déni. La réponse du premier ministre. Bien, Madame la présidente, je m'excuse encore une fois de dire que ce que dit le chef du troisième groupe d'opposition est encore inexact. Les budgets pour 2024-2025 augmentent de 6,5 %. Puis ils n'ont pas été modifiés. Ils n'ont pas été modifiés. Puis là, le chef du Parti québécois nous dit qu'il faudrait réduire le déficit, mais hier, il nous proposait de baisser les impôts des entreprises. On aura tout vu. Hier, le chef, là, je vous le dis, j'ai entendu ça, nous disait qu'il faudrait baisser les impôts des entreprises. Lui qui disait « Not on my dead body », dur à suivre. Voilà, cela me fait la période de questions et de réponses orales.